Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Nous allons bientôt démarrer ce webinaire. On se laisse encore quelques minutes. On attend encore quelques participants et puis on démarrera ce webinaire. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais vous m'entendez pas au niveau du son, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les questions. Bonjour tout le monde, il est 14h05. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Bienvenue à ce deuxième webinaire qui est organisé par le comité Net Entreprise Bretagne dans le cadre des rencontres extra qui sont proposées par le JPMDS. En fait, ce webinaire va porter sur tout ce qui a trait à la DSN avec une analogie au sport au regard de l'actualité actuelle et celle à venir. Donc, je me présente, Arnaud Bourdon, je suis pilote du comité Net Entreprise Bretagne et responsable relations entreprises et salariés à la Caisse primaire du Finistère. La présentation d'aujourd'hui durera environ 1h30 en fonction des questions que vous pourrez nous poser. Elle sera découpée en 4 parties que je vous présenterai à la suite. Ce webinaire il sera animé par Jean-Marc Sellier de la Fédération des organismes complémentaires, Florence Mesny et Christelle Cogat de l'URSSAF Bretagne et de moi-même. Nous avons à votre disposition un modérateur, Marielle Boutou, de la Fédération des organismes complémentaires, donc qui répondra à vos questions en direct. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, parce que vous verrez, c'est beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais peut-être avec le recul, vous avez besoin d'avoir quelques précisions sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on met ce chat à disposition. Pour les questions pour lesquelles on ne pourrait pas répondre en direct, il y aura une foire aux questions qui sera réalisée à l'issue des rencontres extra et qui sera mise à votre disposition. De même, un replay sera à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc au niveau du sommaire, voilà, donc 8 thématiques qu'on souhaite aborder avec vous autour avec une analogie au sport, donc avec beaucoup de sujets que vous connaissez déjà. Donc je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marc Sellier de la Fédération des organismes complémentaires pour la première partie. Donc merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir participer à notre match de l'après-midi. Et effectivement, comme l'a dit Arnaud, nous allons avoir pas mal d'analogies avec le sport grâce à ce support préparé par le JPMDS.
Ça permet de changer un petit peu par rapport à la routine qu'on voit souvent dans le déroulé des webinaires. Donc aujourd'hui, on va donc s'occuper du cap sur la simplification avec un petit peu d'historique de la DSN et de son évolution pour arriver à sa situation actuelle dans le jeu du moment. Donc effectivement, c'est ce qu'avaient dit les déclarants hein, quand ils avaient été interrogés en 2011, c'est que, dites donc, faire les déclarations sociales, c'est du sport. Donc comme le ballon, on a un petit peu rebondi là-dessus, puisque c'était l'avis quand même de 95% des entreprises et des tiers déclarants dans des forums qui avaient été organisés dans toute la France lors d'assises de la simplification. Et en gros, ce que nous disaient ces 95% d'entreprises et tiers déclarants, c'est qu'il y a trop de formalités, il y a trop d'interlocuteurs et il y a trop d'échéances diverses et variées dont il faut tenir compte et on ne s'y retrouve pas. Et donc en 2013, voilà, c'était le prélude à la naissance de la DSN, un nouveau sport qui est arrivé. 10 ans après cette année, donc aujourd'hui en 2023, la Coupe du monde de rugby, la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, on a encore cette résonance hein, qui est les obligations sociales, c'est du sport. Et si la DSN était un sport hein, eh bien, nous allons voir si la DSN est un sport. Nous, on pense que c'est un sport, mais qu'un sport avec de bonnes règles, ça permet de jouer correctement et de gagner à la fin. Donc voilà, le cap sur la simplification, créé en 2013, donc c'était les prémices en 2013, c'est d'abord un sport collectif, extrêmement collectif comme nous allons le voir. Ça se pratique le 5 ou le 15 du mois, et même quelques jours avant déjà. Pour les amateurs ou les professionnels, qu'on le soit ou pas, c'est-à-dire tous les gestionnaires de paye peuvent participer. Ça peut être le gestionnaire de paye en entreprise, ça peut être des tiers déclarants comme les experts comptables, bien sûr. Chaque jeu de données mensuelles, donc là on commence à jouer, hein, on dit que chaque fois qu'on dépose une DSN, ça donne un point. Et puis quand cette DSN elle est acceptée, donc elle n'est pas rejetée par le point de dépôt, et ben cette fois-ci ça donne 10 points. Donc on voit tout de suite l'intérêt qu'il y a à jouer les 10 points tout de suite. Tous les faits de jeu du mois précédent comptent. Effectivement, les salariés qui entrent en cours de mois, qui sortent en cours de mois, etc. Tous ces salariés, ils doivent tous être présents le jour du jeu, c'est-à-dire à la fin du mois, dans la DSN. C'est ce qu'on voit, dans la DSN de fin de mois. Là encore, on le rappelle, c'est vraiment tout le monde, y compris ceux qui sont sortis. Souvent, c'est un petit peu ça le sujet. Bien entendu, il ne faut pas faire de faute dans une DSN parce que là, la sanction, elle est immédiate. C'est le carton jaune. Et heureusement, on a quand même la possibilité de revenir sur le terrain et puis de faire des DSN annulés en place jusqu'à la veille de l'échéance, comme vous le savez peut-être déjà. Cap sur la simplification. Donc, vous le savez déjà, la DSN, c'est un flux dématérialisé mensuel, donc il se pratique tous les mois. C'est obligatoire maintenant, c'est devenu obligatoire étape par étape. On a appelé ça des phases. Hein. On a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3, qui aujourd'hui intègrent l'ensemble des déclarants. Donc en 2017, c'est devenu une obligation pour le régime général et le régime agricole, et depuis 2022 pour l'ensemble des fonctions publiques. Ça se pratique à la maille SIRET, hein, donc que vous ayez 2, 3 ou 50 établissements, il y aura une DSN par établissement, une DSN par SIRET. C'est issu de la paye, on dit que la DSN est le reflet de la paye, donc des données calculées présentes dans la paye. Cette DSN, elle peut être accompagnée de signalements d'événements. Donc ça, c'est les événements entrées-sorties sur le terrain dont on a parlé pour les salariés qui entrent et qui sortent en cours de mois. Et ça présente une photographie instantanée de la situation de l'employeur qui est utilisable potentiellement par plus de 800 destinataires. Évidemment, une seule DSN ne va pas
aboutir chez 800 destinataires, mais chez ceux qui sont concernés par la déclaration du SIRET ou de l'entreprise ou de l'établissement qui l'a produit. Et ça s'appuie sur un concept très important qui est « dites-le nous une fois ». Donc ça a vraiment quelque chose qui a présidé à la constitution de la DSN, c'est d'arriver à mettre d'accord tous les organismes sur des règles communes, parce que quand on veut jouer sur le même terrain, il faut que les règles soient communes. Et là, notamment, c'est ne pas redemander des données qui étaient déjà demandées par un autre organisme éventuellement, mais bien de partager ces données entre tous les organismes. Donc, comme le World Rugby, la DSN, ça s'adapte chaque année aux nouveautés réglementaires. Et nous savons tous que des nouveautés réglementaires ne nous épargnent pas depuis de nombreuses années. Comme le CIO, la gouvernance de la DSN est plurielle entre tous ces acteurs. Ben oui, les acteurs qui président au fonctionnement de la DSN, ben ça a commencé par le JPMDS qui met tout ça en musique, mais c'est bien entendu les organismes de protection sociale, les éditeurs, les déclarants eux-mêmes ou les compétences qui accompagnent ces déclarants, les tiers déclarants comme les experts comptables, bref, beaucoup de participants dans l'écosystème de la DSN. Comme pour la danse, l'excellence en DSN, ça peut nécessiter un entraînement quotidien. Et pas que la danse d'ailleurs, hein. Mais là, l'entraînement quotidien, c'est aussi de pouvoir produire des signalements d'événements hein, pour l'entrée, la sortie, les arrêts et reprises de travail, les fins de contrat de travail, également maintenant le SADV, le signalement d'amorçage des données variables, qui sont autant de moyens de s'entraîner. Et comme au volleyball, la DSN peut se jouer en un service gagnant. Bah oui, un dépôt tout de suite d'une DSN tout de suite correcte, bah c'est pas d'annuler en place à faire, c'est pas d'anomalie, et donc on gagne tout de suite les 10 points dont on a parlé tout à l'heure. Voilà comment se déroule la partie. Donc là, on est en plein dans l'analogie avec le sport. Bon là, le choix, ça a l'air d'être un terrain de foot, mais ça pourrait être n'importe quel autre terrain. Et voilà un petit peu tous les intervenants sur le terrain ou à côté du terrain. Donc on a ce qu'on appelle les équipementiers. Donc en réalité, ce sont les éditeurs de logiciels. Bah, sans eux, rien n'est possible. Hein. Il n'y a pas de DSN, évidemment. C'est les coachs, bah, c'est le collectif du JPMDS. Donc là, c'est voilà tout ce qui permet de rappeler les règles éventuellement et d'organiser tout ça. Le ballon, bah, le ballon c'est la DSN, hein, donc on l'envoie plusieurs fois quand il faut pour arriver dans le but. Et puis là, les buts, bah, c'est c'est le système DSN. L'arbitre, en l'occurrence l'arbitre, ce sont les arbitres, parce que là, ce sont les organismes de protection sociale. Et c'est peut-être un des seuls jeux où on voit finalement autant d'arbitres sur le terrain. Hein. Et enfin, les joueurs, quand je dis enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. Les joueurs, ce sont les déclarants, les employeurs, les tiers déclarants, voilà, comme les experts comptables. Pour jouer à un jeu, ce qui est important, c'est d'avoir des règles, et puis surtout, c'est de comprendre les règles. Alors les règles, en fait, elles sont répertoriées dans ce qu'on appelle le cahier technique, qui finalement répertorie l'ensemble des rubriques de données qui sont présentes dans une DSN que vous pouvez envoyer. Et il y a un certain nombre d'informations. Là, on a pris un exemple sur le type de taux de prélèvement à la source pour décrire un petit peu ce que vous pouvez trouver dans ce cahier technique qui décrit ces règles. On a bien sûr un libellé, qui là en l'occurrence c'est le type de taux de prélèvement à la source. On a en dessous une description. On a un identifiant donc là qui permet de se référer rapidement à un numéro de rubrique, en fait, qui est un numéro unique par rubrique. Et puis on a également un identifiant sémantique, comme vous le voyez ici, qui s'appelle versement individu, point type taux passe. Donc en fait, ça c'est plutôt utilisé par les éditeurs de solutions, que ce soit des solutions de paye ou de traitement de la DSN. Vous voyez un peu en dessous qu'on a la nature de la donnée.
Ici, il y a des symboles qui sont bien entendu expliqués dans le cahier technique, mais ici, en l'occurrence, il s'agit d'une énumération. Et on voit en dessous la liste des énumérations, du contenu de l'énumération. C'est une énumération finie, parce qu'il y a aussi des énumérations qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus importantes, et qui ne pourraient pas figurer dans le cahier technique, on comprend bien pourquoi. Et à ce moment-là, ce sont des listes externes qui figurent dans les nomenclatures, les tables de nomenclature qui sont présentes, on le verra plus tard, sur NetEntreprise. On a le format de la donnée qui est indiqué. Est-ce que c'est une donnée numérique? Est-ce que c'est une donnée alphanumérique, etc. Et puis la longueur de la donnée également. Donc là, on voit que c'est 2,2, ça veut dire que c'est au moins 2 caractères, et au plus de caractères, ça veut dire exactement 2 caractères. Bien entendu, s'il y a des doutes, ou il peut y avoir aussi des précisions supplémentaires apportées dans l'usage de cette rubrique, et dans ce cas-là, vous la trouverez dans la base de connaissances qui est accessible via le JIP-MDS. Là, vous avez évidemment toutes les règles officielles du jeu et même beaucoup d'explications supplémentaires lorsque c'est nécessaire. J'allais oublier, mais je vois le contrôle. Donc ici, on a aussi des contrôles ou éventuellement des signalements pour indiquer, donc signalements qui seraient réalisés par le logiciel de paye éventuellement, normalement réalisés par le logiciel de paye, qui permettent de faire des contrôles, différents types de contrôles. Ici, il s'agit d'un CCH, c'est-à-dire un contrôle de cohérence. Ça veut dire qu'on regarde si cette rubrique-là a lieu d'être présente ou pas présente et quel est son impact éventuellement en fonction d'autres rubriques présentes dans la DSN. Là, on voit que pour un type particulier de type de taux de prélèvement à la source, eh ben, ça impacte 2 autres rubriques de ce prélèvement à la source. En l'occurrence, le taux et le montant doivent être nuls lorsqu'on a un type 99. Voilà, donc de toute façon, tout est écrit en clair. C'est pas quelque chose qui est une affaire de spécialiste. Il faut juste lire précisément de quoi on parle à l'intérieur de ces contrôles. Quels sont les joueurs? Alors aujourd'hui, on a 3 types de joueurs. On a le déclaré, donc vous l'avez compris, c'est l'entreprise, c'est l'établissement qui emploie les individus. Donc pour une entreprise à plusieurs établissements, ça fera à l'arrivée plusieurs DSN. Donc aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de pratiquants et ça concerne 25 millions d'individus, ce qui est quand même aujourd'hui important puisque le déploiement est quasi total de la DSN. On a évidemment le déclarant, c'est celui qui dépose la DSN. Alors ça peut être l'entreprise elle-même, l'établissement pour le compte de son ou ses établissements. Ou alors ça peut être aussi au sein d'un groupe pour un établissement d'un autre SIRAN, ou alors un tiers, et là on est dans le cadre des tiers déclarants, c'est lorsque l'entreprise a donné mandat pour faire la paie et les formalités liées à un tiers déclarant, un cabinet d'expertise comptable par exemple. Et enfin, l'émetteur, bon là, l'émetteur, c'est une notion tout à fait technique qui désigne au final d'où vient la DSN. Alors en machine to machine, ça veut dire qu'il y a un programme qui envoie automatiquement les DSN à NetEntreprise. Et ça, c'est le cas où quand vous déposez des DSN à un endroit proposé par l'éditeur ou par une plateforme technique, à ce moment-là, cette plateforme technique renseignera cette notion-là et donc pour vous, c'est normalement transparent. Donc avant de jouer, il faut d'abord prendre sa licence. Donc prendre sa licence, c'est s'inscrire à NetEntreprise. Et pour ça, on n'inscrit pas simplement qui veut, n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des droits derrière tout ça, et donc il faut quand même que les choses soient à la fois simples, mais aussi contrôlées et régulières. Donc en fait, depuis la loi PAC de 2018, on a un principe de mandat implicite, ce qui préside à la gestion de NetEntreprise, donc la plateforme de dépôt des DSN. Il y a 3 cas de figure qui nécessitent des droits à plusieurs niveaux. Donc
vous allez pouvoir constater dans les slides qui suivent, la présentation qui suit, qu'effectivement, on s'attache à enregistrer et à proposer des droits qui sont contrôlés à la fois au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du déclarant lui-même, et puis ensuite des autorisations qui lui seront accordées sur tel ou tel type d'opération réalisable sur NetEntreprise. Donc là, lorsque c'est directement lié à l'acte de paie et qui relève naturellement des mêmes acteurs que ceux qui opèrent la paie, il n'y a pas d'habilitation spécifique. Lorsque le service qui est toujours lié à la paie, mais il peut être opéré par d'autres acteurs que celui qui a en charge la paie et la DSN, ça ne requiert pas d'habilitation spécifique non plus, sauf s'il y a des SIRET évidemment qui seraient hors DSN, qui est un cas à ce moment-là particulier. Enfin, le service requiert une habilitation particulière. Donc, on va voir maintenant tout ça. Donc, pour prendre sa licence, comment fait-on? On va d'abord vérifier au sein du club, dans la mesure du possible, si les collègues sont déjà inscrits. Parce qu'effectivement, c'est la première inscription qui doit être formelle, puisqu'après, le premier inscrit pourra éventuellement accorder des droits à ses collègues, aussi bien pour leur inscription que pour les opérations qu'ils seront habilités à effectuer. Donc, s'il y a déjà un administrateur, comme on le verra, il aura la possibilité de vous ajouter en tant que joueur, c'est-à-dire essentiellement en tant que déclarant, et ça va vous permettre de déclarer rapidement. S'il n'y a aucun joueur qui n'est inscrit, alors il faut aller à la page d'accueil, dans la rubrique s'inscrire, vous saisissez vos données, vous vous laissez guider et vous sélectionnez l'ADSN comme étant votre motif d'inscription. Le président de votre club, alors le président de votre club, vous l'avez compris, c'est l'entreprise. Le président, ça va être le responsable de l'entreprise, de la raison sociale. Ça va l'informer que quelqu'un a demandé une inscription sur NetEntreprise. Et à ce moment-là, vous pourrez, s'il n'y a pas d'opposition, effectuer vos déclarations en ligne. Et l'engagement aujourd'hui, c'est que ça puisse se faire au maximum sous 8 jours. Ça peut être plus rapide, mais voilà, il y a 8 jours, il y a quand même des délais de communication, éventuellement par courrier, qui peuvent être nécessaires pour aboutir. Quand un capitaine est déjà inscrit pour un club, alors tous les capitaines qui s'inscriront ensuite, donc les capitaines, en fait, ce sont ceux qui ont un rôle d'administrateur sur NetEntreprise, et on l'aura compris, il peut y avoir plusieurs administrateurs, comme nous le verrons ensuite. Ils devront faire activer, donc les nouveaux, leur inscription pour consulter, il y a un mode opératoire, et vous allez trouver comme ça, dans la suite de ce support, que vous allez recevoir, un ensemble de liens qui vous permettront d'accéder à à des informations complémentaires et à tous les sujets que l'on évoque aujourd'hui, avec évidemment beaucoup de précision. Donc, le nouveau capitaine, soit il demande par courrier électronique à son collègue déjà inscrit d'activer son inscription. Donc, en quelque sorte, il va être coopté finalement par l'administrateur initial. Soit alors, en saisissant eux-mêmes la clé d'activation qui aura été donnée au président par courrier. Donc, en fait, il y a deux moyens de confirmer cette inscription sur NetEntreprise. Ensuite, il faut choisir sa place sur le terrain. Ce n'est pas le tout de dire j'ai le droit de jouer avec NetEntreprise, maintenant j'ai le droit de jouer à quoi? Donc le capitaine de l'équipe, on l'a compris, l'administrateur NetEntreprise, on lui demande de valider la charte DSN, évidemment, qui est un petit peu les règles du jeu aussi d'utilisation de NetEntreprise, peut décider qui prend un poste pour mener une action, par exemple, habiliter des déclarants. Donc, en fait, c'est lui, cet administrateur NetEntreprise, qui va dire que tel collaborateur de l'entreprise ou du cabinet, pour les cabinets comptables, a le droit, quelle action il a le droit de faire, quelles opérations et quelles sont ses habilitations. Donc, le joueur, le déclarant, donc c'est lui qui est habilité par le capitaine, par l'administrateur,
à déclarer ou à télédéclarer donc pour le compte d'une entreprise. La validation de la charte DSN, ça s'impose à tous, hein, puisque c'est une délégation de droit en quelque sorte, et le capitaine ayant signé cet engagement, bien entendu, tous ceux qui sont cooptés ensuite sont engagés par les mêmes obligations. Mais par contre, il n'y a pas de nouveau des droits supplémentaires à demander à partir du moment où le capitaine lui aura attribué ses droits. La place sur le terrain, elle est essentielle. Hein. Donc sur le terrain, ça veut dire les actions possibles pouvant être effectuées, la consultation des éléments transmis sur le tableau de bord DSN notamment. Puisque sur Net Entreprise, vous avez un grand nombre de services. Tous les services ne sont pas forcément nécessairement utiles à un établissement et tous les services ne sont pas nécessairement gérés par les mêmes personnes. Donc, c'est très important d'ajouter à chaque joueur, finalement, son rôle sur le terrain, c'est-à-dire ses droits d'usage des possibilités offertes par Net Entreprise. Et donc, bien entendu, le menu qui s'affichera pour ce joueur, donc pour ce déclarant, sera conditionné aux habilitations qui lui sont données. S'il n'a pas l'habilitation pour déclarer la DSN, il ne verra pas finalement la possibilité d'aller déposer une DSN. Donc si on résume un petit peu les questions à se poser, faut d'abord se demander si l'entreprise est inscrite sur la feuille de match, donc est-ce qu'elle est déjà connue de Net Entreprise. Ensuite, est-ce qu'il y a un administrateur, un capitaine qui a déjà été inscrit, est-ce qu'il est connu? À ce moment-là, si c'est le cas, je vais pouvoir jouer parce qu'il va me coopter. Si c'est pas le cas, il faut justement obtenir la clé et être désigné par cooptation avant de pouvoir entrer sur le terrain. Et sinon, on a vu que de l'autre côté, effectivement, il faut d'abord s'inscrire auprès de Net Entreprise et avoir une validation du déclarant qui se fasse, en sachant que la licence numérique, c'est-à-dire finalement le droit d'entrée lorsqu'on se connecte sur Net Entreprise, est constitué du triplet SIRET, nom, prénom et mot de passe. Il est important de savoir que la casse, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des majuscules ou des minuscules, est prise en compte dans ce triplet de connexion. Maintenant, on va prendre sa licence et bien entendu, seul le capitaine, c'est-à-dire l'administrateur Net Entreprise, pourra accéder à l'écran que l'on voit ici, qui est l'espace entreprise. C'est ce qui va lui permettre de gérer les habilitations utiles à l'entreprise et c'est ce qui va lui permettre également éventuellement de gérer aussi les habilitations pour les déclarants qui auront été inscrits. Donc, ce qui est important, lorsqu'un déclarant s'inscrit et se connecter, il va pouvoir contacter son administrateur par l'intermédiaire de mon compte, qui est tout en haut à droite, comme on le voit ici, sur l'écran d'accueil de Net Entreprise. Et ça peut, à ce moment-là, permettre de contacter son capitaine, notamment pour peut-être pour des besoins d'habilitation qui ne seraient pas encore attribués, par exemple. Et donc là, on a un exemple de page d'accueil, on voit la possibilité de déclarer ce qui concerne la DSN pour le régime général, l'attestation ici chômage avec le petit pavé vert, une attestation de salaire, le compte ATMP, etc. Donc un certain nombre de services proposés par Net Entreprise. Si on se trouve à déclarer ou avoir des droits sur, par exemple, pour le régime agricole, pour déclarer pour le régime agricole, on aura un pavé au lieu de DSN régime général, on aura aussi, ou à la place, DSN pour le régime agricole. Donc, ce qui est important, c'est pour créer ou supprimer les collaborateurs. Donc, dans ce cas-là, on va gérer des déclarants et on peut, à ce niveau-là, effectivement, créer ou supprimer un collaborateur.
Donc, Net Entreprise nous propose un choix très vaste qui s'adapte finalement à la situation des déclarants et des tiers déclarants. C'est-à-dire que ça tient compte des entreprises qui peuvent avoir plusieurs SIRET, qui peuvent avoir plusieurs SIRAN, qui peuvent avoir plusieurs collaborateurs, une équipe de collaborateurs, une répartition des droits attribués à tel ou tel collaborateur, et puis pour les cabinets comptables, effectivement la possibilité de gérer un portefeuille, c'est-à-dire de pouvoir attribuer à un collaborateur du cabinet les possibilités de déclarer, de suivre les DSN d'un certain nombre d'entreprises pour lesquelles il a mandat pour effectuer les déclarations DSN. En général aussi effectuer la paye, bien sûr. Parfois, on a besoin de sortir un joueur. Alors, sortir un joueur, ça veut dire en fait mettre fin aux habilitations ou d'un déclarant pour l'entreprise ou pour le cabinet. Ça, c'est clairement quelqu'un qui quitte l'entreprise. Il faut impérativement, évidemment, supprimer ses droits d'accès immédiatement et puis supprimer, mais surtout, la plupart du temps, en transférant ses droits au collaborateur qui va le remplacer. Sauf si plusieurs collaborateurs avaient déjà les mêmes droits, mais d'une manière générale, voilà. Donc, ce qui est très important, surtout, c'est que quand vous supprimez le collaborateur, c'est conserver les droits d'écart actifs en transférant les droits d'un joueur vers un autre. Ça évite d'avoir à refaire tout le processus d'attribution des droits dans le détail pour le collaborateur qui va être amené à le remplacer. Et donc ça, concrètement, c'est lorsque vous cliquez sur la petite poubelle pour supprimer le collaborateur, il vous est proposé de transférer évidemment les droits attribués à ce collaborateur vers un autre collaborateur, voire de créer un nouveau collaborateur à qui vous allez transférer ses droits. Donc le poste, c'est le poste, c'est en clair qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire. Donc c'est sûr que s'il joue en défense, il va pas avoir les mêmes droits que si il est plutôt à l'attaque. Et donc c'est l'administrateur qui va gérer finalement les déclarations pour lui attribuer des droits en fonction de sa position dans le jeu de la DSN. Et des droits attribués pour l'entreprise ou pour l'établissement. Donc, on va lui donner des consignes. Les consignes, voilà, c'est pour l'habiliter à utiliser tel ou tel service. On voit ici sur la droite qu'il y a aussi des services complémentaires. Il n'y a pas que la DSN sur Net Entreprise. Il y a aussi beaucoup de services proposés par les organismes partenaires qui font partie de l'écosystème DSN. Et donc là, je l'avais déjà un peu évoqué, mais c'est vraiment une gestion adaptée aux grands clubs. Tout le monde peut inscrire, définir son organisation à l'intérieur de Net Entreprise à partir de l'administrateur, pour l'administrateur évidemment possible. Donc l'arrivée d'un joueur, et là on a rappelé un peu toutes les questions à se poser. Donc c'est une petite infographie récapitulative des questions à se poser pour savoir finalement quel droit je vais attribuer, quelles questions je vais me poser pour ça. Donc quand j'ai l'arrivée d'un joueur, donc quand j'ai l'arrivée d'un nouveau déclarant finalement qui peut être ou ne pas être un administrateur pour autant, c'est quelles actions il devra effectuer. Est-ce qu'il doit déposer le DSN? Est-ce qu'il doit s'intéresser à Pôle emploi et aux attestations employeurs? Voilà. Quelles actions il devra effectuer? Quel va être son périmètre déclaratif? Est-ce qu'il va intervenir sur l'ensemble des établissements de l'entreprise, sur uniquement quelques établissements? Donc, c'est son périmètre déclaratif. Ensuite, est-ce qu'il s'agit de remplacement d'un collaborateur? Donc, on en a déjà parlé.
Quand on a le départ d'un joueur, première question, est-ce qu'on a bien pensé à bloquer son compte? Parce qu'effectivement, dès qu'il est parti, il ne s'agit plus qu'il ait accès à des possibilités déclaratives et même à accéder tout simplement à son compte sur NetEntreprise. Ensuite, le périmètre, est-ce qu'il doit être transféré ou est-ce que finalement c'est redondant avec un autre déclarant? Et puis, les historiques ont-ils été enregistrés? Oui, parce que vous pouvez enregistrer les historiques et c'est très important d'enregistrer les historiques parce qu'il n'y aura pas de retour arrière possible si vous ne le faites pas. Ensuite, l'ajout d'un SIRET. Donc là, il y a un nouveau SIRET dans l'entreprise, il y a une absorption, une fusion, peu importe, un nouvel établissement créé. Donc, quelles déclarations devront être transmises pour ce SIRET? Donc, en l'occurrence, le SIRET va être concerné par quoi sur NetEntreprise? Et ensuite, qui va gérer finalement les déclarations de ce SIRET? Alors, un ou plusieurs déclarants. Et puis enfin, est-ce qu'il y a d'autres SIRET qui seraient à ajouter? Donc voilà, déjà avec ce petite infographie, finalement un rappel des bonnes questions à se poser selon les différents cas de figure qui sont proposés ici. Eh bien, je crois que... Alors, je ne sais pas si on demande s'il y a des questions tout de suite ou si on fait tout à la fin, Arnaud. Là, il y avait une seule question sur le chat. C'est l'occasion aussi de rappeler que vous avez un chat à disposition. Et soit on répond en direct, mais il y avait une seule question, Jean-Marc. Du coup, il n'y a pas eu de questions complémentaires. Mais surtout, n'hésitez pas. Et on les prend et on essaie d'y répondre sur le fil de discussion. Et donc, effectivement, dans la partie questions, finalement. Et oui, question, pas de chat. Question, oui. Très bien. Merci. Merci pour votre attention. Au revoir. Donc je prends la suite. J'irai assez vite sur la partie qui me concerne parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Jean-Marc et qui seront reprises de manière plus détaillée par les collègues ensuite. Donc là, c'est toujours avec cette image par rapport au sport, on est dans la vérification de l'équipement. Et en fait, l'équipement, c'est le logiciel de paye. Tout tourne autour de ça pour permettre une déclaration fiable vers les organismes de protection sociale. Donc, il y a une charte à disposition, donc avec des engagements derrière pour les éditeurs de fournir un logiciel qui soit conforme aux consignes et aux évolutions. Comme l'a indiqué Jean-Marc, il y a beaucoup d'évolutions au fil du temps, qui doivent être prises en compte dans cette charte. Donc voilà, vous avez ce document de référence là avec les liens. Vous avez des liens hypertextes en fait sur chaque slide à disposition au besoin. Donc bien sûr, on est sur des normes, la norme en vigueur. Donc il est important d'être vigilant ou que votre éditeur soit vigilant sur ce sujet. Parmi les questions, au moment de votre passage à la DSN, on a repris un peu les questions que vous avez dû vous poser à l'époque. En fonction de la taille de votre entreprise, de votre organisation, notamment autour de la gestion de la paye. Donc, c'est vrai que la réflexion que vous vous êtes posée sans doute à l'époque, savoir quel était l'équipement le plus adapté par rapport à la taille de votre entreprise ou de certaines spécificités de salariés, alors qu'on retrouve souvent plus dans les établissements médico-sociaux ou dans la fonction publique. Mais voilà, parmi les questions que vous avez dû vous poser à l'époque, ou que peut-être maintenant vous posez en fonction de l'évolution de votre entreprise, éventuellement. Le passage peut-être d'une PME à une plus grosse entreprise, voilà. Donc, peut-être des questions que certains encore peuvent se poser en ce moment, s'il y a des changements au niveau des tailles d'entreprise. Alors, par rapport au logiciel, donc vous avez un certain nombre de questions à vous poser et que vous vous êtes posées à l'époque. C'est de savoir ce que permet ce logiciel, donc notamment au niveau des états de contrôle, qu'est-ce qui est mis à disposition. Vous avez un certain nombre d'outils de pré-contrôle qui existent, qui permettent de corriger plus facilement les erreurs avant transmission de la déclaration sociale, notamment. L'intégration par rapport à vos logiciels de paye, l'activité des services de paye concernés.
Donc voilà, quelle exploitation vous faites, notamment des comptes rendus, des tableaux de bord qui sont à votre disposition. Voilà. Est-ce que l'équipement vous permet de réaliser des signalements? On a vu que dans certains cas de figure, la DSN mensuelle ne se suffisait pas à elle-même. Et à côté de ça, donc il fallait réaliser des signalements. Donc c'est essentiellement à destination de Pôle emploi ou de l'assurance maladie. Voilà, donc ça c'est question de savoir si vos logiciels le permettent, parce que les signalements facilitent quand même le travail, permettent une meilleure fiabilité des informations qui sont transmises. Du coup, voilà, l'archivage aussi est une question à se poser de toute façon, et un enjeu important autour d'éventuelles régularisations à réaliser, des évolutions au niveau des salaires de vos salariés, donc de bien être vigilant sur la temporalité en fait concernée par des modifications dans la rémunération des salariés notamment. Donc ça c'est un enjeu très fort pour apporter toutes les régularisations nécessaires. Voilà, c'est aussi être vigilant en tant qu'employeur sur la mise à jour suite aux évolutions du législateur qui peuvent se produire. Donc voilà, on a mis quelques exemples là. Donc important de voir. Sinon les déclarations, vos logiciels sont pas à jour, donc il y a un risque que les déclarations ne soient pas correctes du coup. Donc voilà, bon, là aussi, je vais aller assez vite, hein. C'est des choses que vous êtes posées à une certaine époque par rapport à ça, dans à l'achat de votre logiciel de paye éventuellement. Les liens que vous avez avec votre éditeur, notamment pour faire évoluer les logiciels, les versions de logiciels. Quel est le niveau de collaboration? Est-ce que vous avez effectué des tests? Donc ça, c'est un certain nombre de questions que vous avez dû vous poser à une certaine époque, peut-être encore maintenant. Voilà, donc l'idée générale, voilà, vous la voyez à travers ça. Ensuite, le point suivant, c'est vraiment là, donc quand on est entré dans le camp d'entraînement, véritablement, c'est donc le portail Net Entreprise et ses services. Donc, on est parti, comme l'a dit Jean-Marc, d'une situation où les employeurs avaient de nombreuses déclarations à faire à de nombreux interlocuteurs. Maintenant, avec la DSN, une seule déclaration se substitue à plus de 70 déclarations qui existaient avant. Donc, voilà, par rapport au contexte, en fait, d'une certaine époque, avec l'idée, à travers la déclaration sociale nominative, l'utilisation de l'informatique, voilà, pour réunir en fait toute cette déclaration. Donc vous voyez au niveau de l'architecture qui a conduit au niveau de Net Entreprise. Donc vous avez des exercices déclaratifs qui sont notamment la déclaration sociale nominative ou les signalements à réaliser. Vous avez des outils de paramétrage et de contrôle, on reviendra dessus par la suite, qui sont intéressants avant transmission, qui permettent de fiabiliser vos données avant transmission pour éviter de régulariser. Vous avez quelques équipements de paiement aussi, là je vous montrerai sur la slide suivante. Et à côté de ça, à côté de la DSN mensuelle, en fait, vous avez aussi des outils connexes proposés par des organismes qui sont à disposition des déclarants. Notamment autour l'assurance maladie, je pense notamment à l'assurance maladie, et des simulateurs qui vous permettent aussi de vérifier ou de tester vos données avant de les transmettre, et un certain nombre de partenaires aussi dans cette architecture. Donc là, on a recensé sur cette slide un peu toutes les déclarations en mettant vraiment en avant sur la gauche la partie DSN et Passero. Mais à côté de ça, vous avez d'autres types de déclarations à votre disposition. Que ce soit autour de la déclaration d'accident du travail, autour du BTP,
la C3S, voilà. Donc, si jamais vous souhaitez avoir quelques précisions ou avez des questions par rapport à ces déclarations, hein, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion. Et une petite précision, là, vous voyez en rouge, c'est l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, l'AED, qui sera fermée à fin 2023, pour votre information si vous ne l'aviez pas encore. Sur les paramétrages et contrôles, donc là aussi, vous retrouvez un certain nombre d'outils que vous ne connaissez pas forcément. Je pense notamment à l'outil DSN FPOC, hein, qui est l'outil de contrôle des organismes complémentaires, hein, qui est assez intéressant, qui permet de vérifier enfin, vos données avant de les transmettre. Donc voilà, et puis j'attire votre attention sur les deux petites images qui sont en bas de cette slide. Hein. C'est Topaz, hein, qui va fermer fin 2024, et là on reparle encore en fait de la fermeture du service AED fin 2023. Voilà. Avec toujours là, vous avez des petits liens hypertextes, hein, qui vous ramènent, qui vous donnent plus de précision sur les outils de paramétrage et de contrôle. Je l'évoquais tout à l'heure, donc vous avez 3 types d'équipements de paiement à votre disposition. C'est les télépaiements sur Net Entreprise, c'est le module mandat et c'est Cotizen, qui sont là aussi à votre disposition. Et à côté de ça, donc vous avez des outils connexes qui sont à la disposition des entreprises et tiers déclarants et qui sont proposés par certains organismes. Donc, notamment, ce qui est assez récent côté assurance maladie, c'est le compte entreprise qui va s'élargir au fur et à mesure de tous les services en ligne de l'assurance maladie, que ce soit au niveau du compte AT-MP notamment. Vous avez ILAS, là, qui est un service maintenant de l'URSSAF. Le compte professionnel de prévention, là, donc plus à destination de la CARSAT. Voilà, et Soltea aussi, qui est relativement récent. Et comme l'indiquait Jean-Marc, vous avez à côté aussi des outils, on va dire des outils spécifiques à la MSA, si jamais il y a des entreprises de la MSA qui sont présentes à ce webinaire. Donc là, on fait un focus sur certains services à valeur ajoutée. Là, on évoque le simulateur bonus-malus, hein, suivant si vous êtes éligible ou pas. De simuler en fait le prochain taux de contribution. Voilà, à partir des données calculées sur la modélisation 2022. Donc voilà, je ne m'appesantis pas spécialement dessus. Ce que vous pouvez retenir dans le calendrier, donc c'est qu'à on va dire d'ici fin du premier semestre 2024, un service d'indicateur RH sera mis à disposition des employeurs et tiers déclarants pour les entreprises éligibles, permettant de se comparer par rapport à un secteur d'activité, une localisation géographique ou des typologies de contrats. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir se comparer de manière générale. À côté de ça, donc on a un certain nombre de portails à votre disposition. Là aussi, pareil, vous avez les liens hypertextes qui vous ramènent vers ces portails. Donc pour l'URSSAF, donc à destination plutôt des entreprises privées, PEPS qui sera à destination des entreprises publiques, Mon Espace pour les experts comptables, excusez-moi, ça a basculé, et enfin pour les entreprises du régime agricole, un accès au portail de la MSA. Donc voilà, encore un focus sur la taxe d'apprentissage et le service Soltea. Donc ce qui est important, on rappelle vraiment les étapes. La première étape, c'est vraiment de calculer le montant dû au titre de la masse salariale de l'année N-1. Ensuite, c'est de déclarer ou de payer le montant soit à l'URSSAF ou à la MESA via la DSN d'avril de l'année en cours, et ensuite de faire un choix via la plateforme Soltea pour répartir en fait la somme voilà, vers les établissements que vous souhaitez. Du coup, donc, et il y a une procédure spécifique qui existe pour les grandes entreprises. Du coup, donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité.
Alors, il me semble, pour là, c'est indiqué la date du 5 octobre, il me semble, mais on le confirmera peut-être dans le chat. Je crois que c'est prolongé jusqu'au 9 octobre, mais voilà. C'est vrai que ça a évolué récemment, cette date-là. Autre nouveauté de l'année 2023, c'est le compte entreprise qui est porté par l'assurance maladie et permet aux employeurs en fait d'adresser les pièces justificatives nécessaires au traitement des indemnités journalières, de déclarer en fait les périodes fractionnées pour les nouveaux arrêts motif paternité. Alors c'est nécessaire uniquement si vous n'utilisez pas le signalement d'événement. Il y a le signalement d'événement, voilà, ne nécessite pas à côté de déclarer les périodes de fractionnement. C'est fait automatiquement. Donc ce compte entreprise va continuer à se développer. Donc il y a un certain nombre de prérequis qui sont demandés pour pouvoir l'utiliser, qui ont déjà été abordés par Jean-Marc dans la première partie. Voilà, donc ça demande deux habilitations, une au compte entreprise et une à l'attestation de salaire en ligne, voilà, pour information. Là, vous avez une copie écran en fait de la page que vous visualisez sur le compte entreprise. Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser le compte entreprise, notamment sur les contrôles de cohérence, autour de l'identification du salarié, notamment celui-là. Donc, vous voyez un peu l'ergonomie en fait de la page, avec un certain nombre de boutons à disposition. Et je vous dis, ce compte-là va continuer à se développer dans les années à venir, versant assurance maladie. Là, pour rappel, parce que l'enjeu dans les années à venir, ça va être la fiabilité des données. Je pense notamment avec la mise en place du montant net social, qu'on va évoquer plus tard. Donc il y a un enjeu fort vis-à-vis des salariés ou pour vous-même par rapport à la fiabilité des données qui nous sont transmises par les employeurs. Donc il y a cette fiabilité, elle repose sur 5 leviers. C'est la norme DSM, les contrôles qui sont liés à la norme et à l'émission de la DSM, et la bonne implémentation dans les logiciels de paie. Donc là, on est dans le cadre du périmètre collectif. À côté de ça, donc le collectif de Net Entreprise, à côté de ça, par organisme, vous pouvez avoir des contrôles métiers qui sont réalisés à la suite de vos déclarations. Donc d'où l'importance d'exploiter en fait le tableau de bord DSM, et notamment les comptes rendus métiers. Et un certain nombre de campagnes de fiabilisation sont menées après vos déclarations par les différents organismes de protection sociale en fonction des données qui leur sont transmises. Du coup. Donc voilà, j'arrive au bout de ma partie et je vais laisser. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Je ne sais pas, Marielle, si elles sont à prendre en direct ou plutôt tu réponds dans le chat. Bah là, je vais répondre pour l'AED. Effectivement, c'est bien acté pour une fermeture à fin 2023, comme l'a dit Arnaud. En revanche, il va y avoir une communication par la suite qui est en cours d'écriture. Donc, je peux pas trop donner d'informations parce que dans la FAQ que j'ai sous la main, je n'ai pas plus d'informations. Mais ne vous inquiétez pas, on vous répondra dans un second temps s'il y a des trous dans la raquette. Soyez rassurés qu'on vous répondra à la suite de cette rencontre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Florence Mélinsny de l'URSSAF Bretagne pour la suite. Oui, merci Arnaud. Bonjour tout le monde. Alors, en effet, je prends la suite. Le lien avec le sport, voilà, on va s'entraîner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de démarrer un match? Préparer au mieux les données de la paye. Donc, les informations à préparer. Votre SIRET, le SIRET de l'établissement et les NIR des individus, donc des salariés qui sont embauchés.
Également, donc, on parlera des données financières, hein, donc les données agrégées et les données nominatives. Donc, agrégées, c'est la concaténation, ce qui récapitule au niveau de l'établissement, et nominative, donc comme ça l'indique, hein, c'est les données personnelles individuelles donc de chaque salarié. Vous avez également à préparer donc votre logiciel qui facilitera donc le dépôt de votre DSN. Également, donc, bien vérifier votre déclarant, donc celui qui dépose, pardon. On en a déjà parlé précédemment. Que l'entreprise et l'établissement donc soient bien rattachés, bien déclarés. Les données d'identité de l'individu, donc tout ce qui va tourner autour de votre salarié, les événements qu'il peut y avoir sur un mois donné, sont à préparer pour les rentrer ensuite donc dans la paye et donc dans la DSN, comme les revenus d'activité, les revenus de remplacement, toutes les informations liées au contrat de travail et également les arrêts de travail. Et puis, au final, vous aurez également les montants des cotisations et contributions par patronale et salariale. Alors du coup, je reviens sur le SIRET. Donc sachez que différents outils sont à votre disposition. Alors c'est même une redite puisque tout à l'heure, Monsieur Bourdon vous en a parlé. En effet, il faut vérifier que vous avez le bon SIRET et que surtout qu'il soit bien connu de différents partenaires. Donc on vous invite à utiliser l'outil dédié. Dans le document, dans le support, je ne sais plus si mes collègues l'ont dit, en tout cas, vous aurez accès à tous ces outils à partir du moment où l'intitulé souligné en bleu, voilà, c'est que vous avez un accès direct. Je reviens également sur le NIR, donc qui est à contrôler, donc vérifier auprès de vos salariés l'information que vous avez, ou en tout cas, il faut récupérer le NIR. Et si donc votre salarié n'a pas encore son numéro définitif, donc comme vous le savez, il existe le numéro temporaire, hein, le NTT, qui sera donc enregistré sur ces données individuelles. Vous avez également différents outils, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, qui permettent donc de contrôler plusieurs choses, et notamment le fichier et le format du fichier. Puisque ça il doit répondre à un certain format, certaines nomenclatures. Je passe à la diapo suivante parce qu'on y revient aussi. Je viens d'en parler, donc on a le DSN Contrôle SIRET et donc les tables de nomenclature qui sont très précises et auxquelles votre éditeur ou vous, selon la personne qui fait le paramétrage, doit s'y tenir pour que la DSN passe et donc arrive bien correctement à différents partenaires. Vous avez également en termes d'outils le tableau de bord DSN Net Entreprise qui permet une vue d'ensemble donc des DSN mensuels ainsi que les signalements d'événements que vous transmettez. C'est également par ce biais, on en parle plus tard, que vous aurez accès aux différents comptes rendus métiers pour vérifier que votre déclaration est bien passée et éventuellement s'il y a des anomalies. Et deux autres outils qui s'appellent donc DSN Val et DSN FPOC. Donc DSN Val, on va être sur le format. Voilà, bien vérifier. Donc c'est un peu redondant, mais c'est ça, hein, c'est de vérifier que le format correspond bien à l'attendu. Et DSN FPOC, donc là on est sur le paramétrage pour les organismes complémentaires. Donc de la même façon, voilà, s'assurer que vous avez bien paramétrer votre logiciel afin que la DSN aille jusqu'à son terme, donc aux différents partenaires. Donc voilà, une fois que toutes les informations sont préparées, donc on va jouer, n'est-ce pas? Donc on a quand même un petit temps, on en a parlé à l'instant, qui est de récupérer les informations, donc amorçage des données variables, qui sont notamment le TOPAS et l'affiliation des contrats donc, aux organismes complémentaires. Donc, j'ai une autre slide juste après. Donc, je vous en parlerai un tout petit peu plus en détail. Donc, au cours du mois, donc, comme vous le savez, la DSN est à adresser tous les mois, donc soit au 5, soit au 15, en fonction de l'effectif de votre établissement.
Et au fur et à mesure de la vie donc de vos salariés, des événements qui peuvent arriver au niveau de leur contrat de travail, voilà, vous devez en informer les différents partenaires au fur et à mesure. Donc, comme ce soit, que ça peut être donc les arrêts de travail, une reprise suite à un arrêt de travail ou une fin de contrat unique, donc le FCTU. Et puis, il ne faut pas oublier de surveiller donc différentes notifications que vous pouvez recevoir, comme la notification sur les taux AT et la notification pour le bonus-malus, puisque derrière, l'attendu, c'est de venir mettre à jour votre logiciel assez rapidement pour éviter ensuite des incohérences entre les données que vous nous transmettez et celles que l'on reçoit. Et puis enfin, la dernière info de cette slide, vous devez transmettre au fil de l'eau, voilà, tous les événements qui peuvent avoir lieu au niveau de vos individus, de vos salariés. Les événements qui ne véhiculent pas de cotisation peuvent être transmis tout au long de l'année, tout au long du mois, contrairement aux DSN en tant que telles qui, elles, ne peuvent être transmises qu'une fois par mois. Alors, je reviens sur le signalement amorçage des données variables. Voilà, c'est une nouvelle rubrique qui permet donc de récupérer le Topaz, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le service Topaz, lui, s'arrête début 2025. Ce signalement permet d'initialiser le processus d'affiliation ou modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires, de gérer également donc les ayants droit. Il va vous permettre d'obtenir en anticipation le BIS, le bilan d'identification du salarié, et également de récupérer le numéro du contrat de travail précédemment déclaré lorsqu'il y a eu une mutation, un changement de tiers déclarant ou un changement de logiciel déclaratif. C'est très important qu'il y ait une continuité. Donc pour vos salariés. Donc le numéro de contrat de travail, voilà, il était dans un logiciel à un moment donné ou sous un SIRET. Il y a un transfert, donc il faut également faire le lien dans le nouvel établissement. Donc voilà, une nouvelle rubrique, pas une nouvelle, mais une rubrique qui s'appelle Nature de l'événement déclencheur du signalement. La 011. Alors, donc, maintenant, du coup, on a préparé toutes nos informations. On dépose notre DSN. Donc, on va vérifier que notre DSN, elle est bien passée. Sinon, c'est carton rouge ou carton jaune. Donc, à partir de la base de connaissances, qui est donc paramétrée à l'aide du cahier technique, sont appliqués des contrôles, différents contrôles sur les DSN qui sont déposés. Et donc, ça peut arriver qu'une DSN soit littéralement rejetée. Donc, on parle du carton rouge. Vous pouvez avoir une DSN qui passe, mais qu'il y a quand même des anomalies qui sont signalées. Donc, il y a des contrôles qui sont faits, mais qui ne sont pas bloquants. Donc, voilà, c'est très important. On en parlera un peu plus tard, mais d'aller vérifier dès que vous avez déposé la DSN qu'elle est bien passée, qu'elle est bien allée jusqu'à son terme, qu'elle n'a pas été rejetée, puisque sinon, ça veut dire que personne n'a rien reçu, et qu'elle est peut-être passée, mais bon, il y a peut-être des anomalies à corriger. Et l'anomalie peut très bien être une anomalie sur la période donnée, déposée, mais ça peut être aussi une anomalie plus en dur. Ça veut dire qu'il faut revenir sur le paramétrage de votre logiciel pour éviter que cette anomalie se répète. Voilà, donc vous avez à votre disposition les comptes rendus métiers normalisés que vous pouvez consulter dès le dépôt donc de votre DSN. Je suis en train de lire pour vérifier que j'ai bien tout dit. Voilà, vérification de l'enchaînement des rubriques, de la structure du message sont conformes au modèle de message. Vérifier les licences. Donc, on revient sur la notion de SIRET et donc d'unir de l'individu. Alors, j'avance. On va parler maintenant des temps forts de la saison 2023, notamment le montant net social. Alors, il correspond au revenu que les bénéficiaires du revenu de solidarité, donc RSA, ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations.
Donc, c'est une nouveauté, hein, on va dire. Hein. L'objectif, c'est de simplifier les démarches des bénéficiaires et de faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Donc, objectif que ça transite par la DSN les informations et que du coup, le bénéficiaire, sans se manifester, du coup, puisse en bénéficier. Puisque, comme c'est écrit, 34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Donc voilà, on retrouve la logique du calcul du montant net social. Donc, c'est la rémunération brute versée par un employeur que l'on diminue donc des cotisations et contributions sociales salariales obligatoires auxquelles on ajoute les contributions de l'employeur au financement de la protection sociale supplémentaire. Et donc, ça nous donne le montant net social. Donc, ce calcul de montant net social, du coup, il est facilité par le biais de la DSN. Il permet de réduire le non-recours aux prestations et faciliter l'accès aux droits, de réduire les risques d'erreur dans les déclarations et éviter les régularisations, préparer progressivement le pré-remplissage des déclarations de ressources. Donc, sur les bulletins de salaire, hein, depuis juillet, il y a obligatoirement maintenant une ligne montant net social. Donc, à ne pas confondre entre le montant net imposable et le montant net impayé, hein, qui sont différents. Donc, voilà, c'est la nouveauté 2023. Je vais également vous parler du temps partiel thérapeutique, donc qui est en préparation. Donc là, on fait le lien avec la notion du jeu, du sport. Il est vrai que, comme je le disais plus tôt, c'est important que tous les événements donc de vos salariés soient enregistrés donc dans les logiciels et transitent, une majorité vont transiter par la DSN. Donc là, l'idée, c'est aussi de le faire transiter l'information du temps partiel pour motif thérapeutique, qui peut être aussi appelé travail aménagé ou au temps partiel. Dans la DSN, la notion de temps partiel thérapeutique s'applique également aux accidents du travail, maladie professionnelle. Donc, il y a un paramétrage qui sera spécifique à enregistrer donc dans vos logiciels au niveau de la DSN. Autre temps fort de l'année, on a eu cette année la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, déclaration annuelle. Voilà, comme les temps partiels thérapeutiques, la notion du handicap est également à faire transiter par la DSN. Et donc, cette année, la déclaration était exigible au 5 ou au 15 mai. Donc, par le biais de la DSN du mois d'avril 2023, donc pour tous les établissements plus de 20 salariés. Alors, j'ai terminé. Terminé pour l'instant. Je passe le relais à ma collègue Christelle Cogat. Merci Florence, bonjour à tous. Donc moi je vais vous expliquer ce qui se passe après match. Donc après match, on tire le bilan et on fait le bilan et on tire les conclusions. Donc c'est ce qu'on va voir avec la réception des comptes rendus métiers. Voilà, donc place au coach pour cette partie. Donc, comment corriger les fautes? Donc, la correction déjà des fautes, le principe, c'est que c'est une obligation réglementaire. Donc, il faut éviter, en fait, grâce aux comptes rendus métiers qui sont émis, de faire 2 fois la même faute. Donc, il y a 2 temporalités différentes de correction en fonction de la survenue de la faute. Donc, si la faute est détectée avant le match, le déclarant donc a la possibilité de transmettre une DSN en mode annule et remplace. Donc cette DSN en mode annule et remplace, elle peut être émise jusqu'à la veille du match à minuit. Donc c'est-à-dire pour une exigibilité par exemple au 5, eh bien la DSN annule et remplace ne pourra être transmise que jusqu'au 4 à minuit. Si elle est déposée le 5 au matin, elle sera rejetée. Si la faute est détectée pendant le match ou après le match,
cette fois, la correction devra attendre le match suivant, c'est-à-dire la DSN du mois suivant, en précisant sur cette DSN, donc en joignant ce qu'on appelle un bloc de régularisation qui porte en fait sur la période d'origine de la faute. Donc, il y a différents types de fautes. Donc, pour ce qui est des fautes identifiantes, la correction sera portée par ce qu'on appelle un bloc changement. Donc, les fautes identifiantes, ça peut concerner un numéro de contrat, une date de début ou de fin de contrat, un numéro d'immatriculation du joueur, son nom, son prénom, sa date de naissance. Et en fait, ces données identifiantes sont très importantes puisqu'elles permettent vraiment d'identifier le joueur, de faire le lien entre ces différents contrats et surtout également de faire le lien avec ce qu'on peut appeler sa licence dans notre métaphore, mais ce qui correspond en fait à son identité en fait. Donc, il est nécessaire donc d'effectuer un bloc changement qui fera le lien entre l'ancien et le nouveau poste. Et donc, cette méthode peut également s'appliquer à certaines fautes dites non identifiantes, mais qui sont également nécessaires pour suivre le joueur dans ses différents postes, ses différents clubs. Pour les autres fautes, donc les joueurs ont le choix entre deux méthodes, donc en fonction des capacités techniques de logiciel de paye. Donc, on a soit la méthode dite de remplacement ou annuler remplace. Donc là, si on continue sur notre métaphore, ça veut dire qu'on sort un joueur plus fort et on fait entrer un joueur plus rapide. Donc, si on passe sur une notion de salaire, admettons qu'on ait déclaré à tort une base de 2000 €, eh bien, on va la sortir, c'est-à-dire qu'on va l'annuler et on va redéclarer la bonne base, en fait, pour, on va dire, si on avait déclaré 2000 à tort, donc on va annuler les 2000 et on va redéclarer 1000. Il y a la deuxième méthode, c'est la méthode différentielle, où là, si on reste sur notre différentiel de salaire, eh bien, on fera moins 1000, si on veut passer de 2000 à 1000. Alors, les différents moyens pour connaître les fautes qui nous sont signalées. Donc en fait, il y a bien entendu le tableau de bord de la DSN disponible sur Net Entreprise. Donc concernant les différents contrôles qui sont exécutés, comme vous l'a dit Florence, il peut y avoir des cartons rouges ou des cartons jaunes. Donc s'il y a des cartons rouges, eh bien c'est un rejet. Donc ça peut être le cas quand on a un accusé d'enregistrement électronique qui est erroné, donc là carton rouge. Pour les certificats de conformité qui relèvent en fait le joueur de ses obligations déclaratives. Donc ça peut être des cartons jaunes où là il va y avoir différents bilans d'anomalies non bloquantes, et ça peut être aussi un carton rouge si on a un nombre d'anomalies trop conséquent. Donc dans ce cas, la DSN est rejetée. Un carton jaune peut également être émis dans le cadre du bilan d'identification des salariés. Donc là, c'est un contrôle qui est effectué avec le SNGI, donc le Système national de gestion des identifiants, donc qui permet de contrôler l'identité de l'ensemble des individus. Il peut y avoir également un carton jaune démis dans le cadre des bilans de contrôle interdéclaration. Donc là, c'est la non-satisfaction de l'un des contrôles qui est signalé, mais dans ce cadre également, la déclaration ne fait pas l'objet d'un rejet. Et on a un certain nombre aussi de cartons jaunes qui peuvent être émis dans le cadre des comptes rendus métiers qui sont effectués par les différents organismes de protection sociale à partir donc de leur propre système d'information. Donc tous ces comptes rendus, vous allez les retrouver sur le tableau de bord de Net Entreprise. Donc là, si on continue sur notre métaphore sportive, donc sur l'encart jaune, vous avez l'identification en fait du déclarant, du joueur connecté, du joueur. Sur la partie en dessous, vous avez l'historique des échanges. Donc là, c'est là où vous allez retrouver les différentes consignes émises par les coachs.
Sur la partie en dessous, vous avez le récapitulatif qui est le suivi en fait de l'état des DSN et des différents signalements. Donc c'est ce qu'on peut comparer à un tableau de score. Et donc en dessous, vous avez le lieu de la compétition. Hein, c'est là où vous déposez en fait votre DSN. Et en dessous, donc vous avez les différents services complémentaires hein, qui sont mis à disposition par les organismes, car chaque organisme de protection sociale, donc ce qui peut s'assimiler aux ateliers, des coachs, aux clubs de supporters et des anciens joueurs. Donc, on va faire un focus maintenant sur les comptes rendus normalisés. Donc, les comptes rendus normalisés, ce sont des comptes rendus qui sont émis depuis le mois de janvier 2023 sous une norme particulière qui est la norme NEORES. Donc, c'est la norme d'échange optimisé des retours sociaux. Donc, cette norme NEORES, en fait, elle permet de restituer les signalements d'anomalies sous un format unique, structuré et clair, qui se veut également pédagogique. Et qui a pour ambition également d'automatiser en fait les retours à l'intérieur même des logiciels de paye pour que les corrections soient, on va dire, digérées entre guillemets par les logiciels de paye. Donc ces comptes rendus normalisés, il est essentiel pour les joueurs de les traiter afin effectivement de ne pas réitérer les erreurs d'un mois sur l'autre. Donc, les corrections à effectuer sont vraiment indispensables. Donc là, on va faire le focus sur quelques comptes rendus normalisés. Donc, il y a le compte rendu normalisé qui porte sur les effectifs. Donc, il porte le numéro 118. Donc, depuis l'année 2018, l'URSSAF et la MSA mettent à disposition les effectifs qui sont calculés à partir des données nominatives du bloc contrat, du bloc 40. Donc, ce CRM effectif, il est important puisqu'il sert en fait à calculer les effectifs qui servent à déterminer le franchissement des seuils au-delà ou en deçà duquel certaines contributions ou cotisations sont dues ou cessent d'être dues. Il est également important dans le cadre de la date d'exigibilité des cotisations. Il sert également à calculer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, dans le cadre de l'obligation d'emploi, l'URSSAF et la MSA mettent à disposition l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Également l'effectif ECAP, les emplois nécessitant des capacités, des aptitudes particulières. Donc en fait un certain nombre d'effectifs qui aident en fait le déclarant à savoir s'il est assujetti ou non à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il est utile aussi pour savoir si on est assujetti ou non à la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et depuis mars 2023, il y a deux nouveaux effectifs qui sont mis à disposition. C'est l'effectif moyen annuel des contrats favorisant l'insertion professionnelle et l'effectif moyen annuel de détermination du taux d'alternants. Donc, qui sont effectivement indispensables également dans le cadre de l'assujettissement à la CFP, à la taxe d'apprentissage. Autres comptes rendus qui sont également nouveaux, qui sont émis depuis la DSN de janvier 2023, donc exigibilité au 5 et 15 février. Ce sont les comptes rendus métiers qui portent les numéros 119 et 120. Donc le compte rendu métier 119, il est transmis 4 heures après le dépôt de la DSN. Ça veut dire que si la DSN est déposée avant l'exigibilité, la veille de l'exigibilité à minuit, il est possible, grâce à ce compte rendu métier, d'émettre une DSN annule et remplace. Par contre, le compte rendu 120, lui, il est transmis après la partie, donc après le dépôt de la DSN. Et donc, lui, quand il y a les corrections à apporter dans les anomalies ciblées par le compte rendu métier 120, ils devront attendre la DSN du mois suivant pour pouvoir être corrigés.
Donc, concernant les comptes rendus métiers normalisés pour le régime agricole, ils seront mis à disposition à la mi-saison 2024. Donc, autre compte rendu métier, c'est le compte rendu métier identité, donc le compte rendu métier 121. Donc, lui, il est mis à disposition depuis juin 2023. Il complète les retours normalisés proposant l'amélioration des données d'identification des individus déclarés. Donc, c'est un compte rendu qui est différent du bilan d'identification des salariés, le BIS, et qui est mis parallèlement à ce BIS. Par contre, le compte rendu identité, il est émis uniquement dans le cas où une anomalie a été détectée pour un des individus. Donc, il précise en fait aux déclarants les écarts entre l'identité des individus transmises dans la DSN et les informations qui portent dans le système national de gestion des identifiants, le SNGI, pour permettre ainsi l'ouverture et le calcul des prestations sociales. Donc, elles touchent à la retraite, aux allocations familiales, aux allocations logement, pas familiales. Alors, le compte rendu métier bonus-malus, donc lui, il porte le numéro 117. Donc, en fait, les entreprises qui sont éligibles au dispositif bonus-malus reçoivent leur taux modulé annuellement via une notification de l'URSSAF ou de la MSA. Et donc, en tant que déclarant ou tiers déclarant, vous pouvez obtenir cette information via ce CRM 117, qui est présent dans le tableau de bord DSN. Donc, il est à disposition depuis 2022 et donc il emporte le taux de modulation applicable aux cotisations d'assurance chômage bonus-malus. Et à compter de septembre 2023, il emporte donc ce même taux modulé ainsi que le taux bonus-malus caisse de congés payés ajouté pour la modulation 2023. Alors là, je vais vous présenter les signalements qui sont émis sous le portail Mes droits sociaux. Donc, Mes droits sociaux, c'est un portail mis à disposition par le gouvernement, un portail mesdroitssociaux.gouv.fr qui donne accès à un tableau de bord qui liste les signalements qui sont effectués à un individu, donc à un joueur. Donc, ces anomalies peuvent être de 3 types. On a, en se connectant en fait sur ce portail, le joueur s'aperçoit qu'il est déclaré en fait dans un club qui lui est complètement inconnu, donc il n'est pas du tout rattaché à ce club. Le joueur peut s'apercevoir également qu'il joue dans un club qui ne s'affiche pas, donc cette fois le club est manquant. Et il peut également constater un écart pour un match donné. Donc, c'est une erreur, on va dire, sur la déclaration sur la prime de match. Donc, en fait, le joueur peut transmettre un signalement via ce portail. Et dans ce cas, c'est le club qui reçoit un email de la part du portail mesdroitssociaux.fr. Et donc, il invite à se connecter sur Net Entreprise, sur son tableau de bord. Donc, à ce moment-là, il faut cliquer sur Autres services et Interrogation salariée sur mes droits sociaux. Ensuite, c'est consulter les signalements concernant le club pour les analyser et y répondre. Et ensuite, c'est contacter le contrôle métier du site mesdroitssociaux.gouv.fr éventuellement pour avoir plus de précision. Je vais repasser la parole à Florence pour les conseils du JPMDS. Oui, merci. Alors, donc, les conseils du JPMDS. On refait le match. Donc, il y a des choses qui vont être un peu redondantes. Mais bon, voilà, pour se répéter, ça rentre, comme dirait l'autre. Du coup, quels sont les 5 organismes, les 5 interlocuteurs très importants dans ce match et donc dans le dépôt et la réalisation correcte et fiabilisée de notre DSN. Donc, ce sont tout d'abord les éditeurs de logiciels de paye. En effet, le paramétrage est très important. Donc, comme on l'a déjà dit, un cahier technique très précis.
Il ne faut pas hésiter également à revenir vers vos éditeurs de logiciels si vous recevez donc des courriers, des notifications qui vous annoncent des anomalies et que vous n'arrivez pas à votre niveau à les corriger. Voilà, c'est peut-être un paramétrage en dur à revoir. Les personnes également importantes, eh ben, les gestionnaires de paye, bien entendu, hein, qui renseignent toutes les informations sur la vie de l'établissement, de l'entreprise et de ses salariés. Ensuite, vous avez Net Entreprise, hein, là où vous allez faire votre dépôt de la DSN, là où vous trouverez tous les outils à votre disposition pour vous guider. Les organismes de protection sociale sont également vos interlocuteurs et en attente de DSN donc fiabilisés, car on n'oubliera pas le dernier élément qui est donc l'allocataire ou l'assuré, donc votre salarié, et l'impact très important qu'il peut y avoir si jamais les DSN reçus sont erronés, puisque derrière vous avez un impact sur les droits de vos salariés. Alors, la loi OOPS, le droit à l'erreur qui est reconnu, hein, donc en effet, on a pu vous présenter différents comptes rendus métiers qui vont vous faire remonter potentiellement des anomalies. Si vous apercevez donc d'une erreur, vous avez donc la possibilité de la corriger par le biais de votre logiciel, bien entendu, mais de la DSN qui nous sera transmise le mois qui suit. Donc pour un mois donné, quand il y a une correction à apporter, donc comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, vous avez jusqu'à la veille donc pour corriger, hein, on annule et remplace, mais une fois qu'elle a été déposée, une fois que l'échéance est passée, vous ne pourrez la corriger qu'en l'intégrant dans la DSN qui suit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, la déclaration du mois de septembre, qui était grand max à déposer pour le 15 octobre, vous vous apercevez aujourd'hui d'une erreur, donc vous venez corriger dans votre logiciel. Comme la date est dépassée, l'information ne nous arrivera pas avant le mois prochain. Donc, lorsque vous déposerez la période d'emploi d'octobre au 15 novembre, au 5 ou au 15 novembre, à ce moment-là, donc, sera accompagnée une déclaration rectificative pour les salaires de septembre. Et à partir du moment où le courant, donc octobre au 15 novembre, est déclaré en temps et en heure, il n'y aura pas en effet de pénalité pour celle qui arrive en correction, donc pour septembre. Voilà, d'où la phrase DSN mois principal déclaré plus 1 sans risquer de pénalité. Je reviens sur la qualité de la DSN qui est l'affaire de tous, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des impacts, hein, les données erronées en DSN impactent directement donc les salariés et leurs droits aux prestations. Il faut en effet une cotisation exacte avec un juste droit pour les individus. Donc, chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale nécessaire. Tous les chiffres sont importants. Donc, il faut bien vérifier, on a parlé du paramétrage, mais aussi les données qui sont enregistrées et donc transmises, hein, puisqu'il permet au fil de l'eau donc le calcul de droits aux droits maladie, chômage, retraite, congé. Par le biais de la DSN, c'est également une simplification des démarches des citoyens pour les prestations de solidarité. C'est par ce biais qu'il y a la gestion du prélèvement à la source, qu'on recouvre les cotisations, qu'il y a également donc des aides aux entreprises. C'est par le biais de la DSN également que sont suivis les dispositifs des politiques publiques et qui peuvent être récupérés des statistiques sur la gestion des salariés. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très important que toutes les informations transmises soient fiables et donc de bonne qualité. On fait un petit focus également sur cette diapo, sur la base de connaissances, puisque c'est par ce biais que vous pouvez avoir des fiches consignes qui détaillent donc les modalités déclaratives, les règles, le bon paramétrage à appliquer sur telle ou telle thématique. Voilà, si vous avez un doute sur une thématique en particulier pour un de vos salariés, n'hésitez pas à aller donc sur la base de connaissances. Je vais revenir également sur deux informations que je vous avais déjà données tout à l'heure. La notion du SIRET,
donc qui est capital pour identifier les équipes, donc pour identifier l'établissement. Donc toujours à vérifier, qui est remis donc lors de la création de l'établissement. On évoque également la licence pour le salarié. C'est le fait qu'il faut établir la déclaration préalable à l'embauche pour que ça fonctionne, qu'il y ait un lien entre toutes les informations. Et le transfert. Donc, en effet, si vous avez un salarié qui est transféré d'une entreprise, d'un établissement à un autre, il ne faut pas oublier de l'enregistrer sous le bon SIRET. C'est comme voilà, le transfert au niveau des équipes nationales de foot et j'en passe. Voilà, il faut qu'il soit déclaré sur le bon établissement. Et donc un nouveau rappel sur l'outil DSN Control SIRET, ce qui permet de vérifier que votre SIRET que vous avez obtenu est bien aussi celui que nous avons en face. Je reviens également sur le NIR, c'est capital d'identifier les joueurs, donc vos salariés auxquels ont tous été attribués un numéro d'identification au registre, donc à partir de 16 ans, voire plus tôt, dès la naissance même. Donc, c'est la CPM qui l'attribue. Vous pouvez créer un numéro technique temporaire, donc le NTT, qui est donc unique. Le NIR est unique et il appartient à un seul individu. Et j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Donc le NIR, le NTT, admettons que donc votre salarié n'a pas de NIR définitif, donc vous avez le NTT que vous enregistrez sur la DSN puisque c'est son identification, c'est l'élément qui permet d'identifier. L'établissement, c'est son SIRET et le salarié, c'est son NIR. Et donc, vous l'enregistrez dans toutes les informations données de l'individu. On aura le contrat de travail, voilà, son nom, son prénom, etc. Donc, son NTT. Et le mois où votre salarié vient vous donner son NIR définitif, il faudra penser à l'enregistrer les deux informations sur le même mois pour qu'il y ait bien un lien, voilà, une continuité, pas de trou dans la vie de ce salarié. Donc, sur le même mois, on aura à la fois le NTT et le NIR. Voilà, je terminais sur cette partie-là. Je repasse la main à Christelle. Alors, comme le NIR et le SIRET, il y a également certaines données qui sont dans le bloc contrat, le bloc 40, qui doivent être impérativement bien renseignées. Donc, c'est le cas notamment des notions, enfin de tout ce qui tourne autour de la quotité de travail du contrat. Donc, c'est dans le bloc 40, le bloc contrat, et on aura les rubriques 11, 12, 13 et 14 qui doivent être cohérentes entre elles. Donc là, on va faire un focus sur la modalité d'exercice du temps de travail. Donc la modalité d'exercice du temps de travail, elle est renseignée à la rubrique 14 du bloc 40. Donc là, il y a un carton jaune d'émis, c'est-à-dire un signalement, un compte rendu métier erreur. S'il n'y a pas de cohérence entre la modalité d'exercice du temps de travail et les quotités de travail du contrat, ainsi que les quotités de référence de l'entreprise. Donc, par exemple, pour rester sur la métaphore sportive, on a un joueur remplaçant, donc qui est assimilé à un salarié à temps partiel, qui rentre après la mi-temps et qui est déclaré sur la feuille de match comme ayant joué la totalité de la rencontre. Donc là, il y a bien une incohérence entre les modalités de son intervention dans le match, c'est-à-dire à temps partiel, et les quotités de travail indiquées, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail qui correspond à un temps plein. Donc, les valorisations du bloc de la rubrique 14, c'est donc vous avez les codes, temps plein, temps partiel, temps alterné, temps partiel de droit pour enfants ou salariés non concernés. Donc, les impacts en cas d'erreur, c'est bien sûr des conséquences sur les droits des salariés, les droits au chômage, les droits maladie, les droits retraite, parce que les dispositions en fait réglementaires applicables ne seront pas en concordance avec la modalité de travail. Donc, les impacts, c'est également une incohérence entre les quotités du contrat et la modalité d'exercice. Par exemple, une personne qui change de temps plein à temps partiel
La modalité d'exercice change, mais pas les quotités mentionnées à la rubrique 13. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Donc là, il est important que le contrat soit bien renseigné, comme le NIR et le SIRET. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc, concernant la quotité du contrat. Donc, la quotité du contrat, en fait, c'est le nombre d'heures qui est effectué par le salarié en fonction de son contrat de travail. Donc, cette valeur, elle est présente toujours au bloc 40 à la rubrique 13. Donc, elle doit être valorisée pour la durée du temps de travail porté au contrat. Donc là, on va avoir des cartons jaunes qui sont émis pour les erreurs suivantes. Donc, si on a une erreur de cohérence entre la modalité de la rubrique 14 et la rubrique 13, c'est exactement ce que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire un salarié qui effectuerait 151h67, par exemple, qui correspond au temps plein de l'entreprise, alors qu'il serait déclaré avec en rubrique 14 du bloc 40 avec un code 20 qui indique qu'il effectue un temps partiel. Donc là, c'est une incohérence qui donnera lieu à un signalement. On peut avoir aussi un signalement quand la quotité est renseignée à 0, alors que le nombre d'heures du contrat de travail doit impérativement être indiqué. Donc, ce qui est déclaré doit bien correspondre à la durée portée sur la feuille de match. Il y a également un carton jaune d'émis lorsqu'il y a une erreur avec l'unité de valeur de quotité de la rubrique 11. Donc, la rubrique 11, c'est l'unité de mesure du temps de travail. Donc, il faut également que cette unité de mesure soit cohérente avec la valeur renseignée en quotité de contrat. Donc, concernant les rubriques 11, on peut avoir des déclarations en heures, au forfait, à la pige, à la tâche, mais il faut que ce soit donc cohérent avec les autres valeurs du bloc 40. Donc, les impacts en cas d'erreur, c'est aussi des impacts sur le calcul des droits chômage, maladie, retraite. Et la quotité de travail, ça a aussi un impact. Je vous disais tout à l'heure que c'est l'URSSAF qui calcule les effectifs d'une entreprise à partir des données d'une bloc 40. Et notamment ces rubriques 11, 12, 13 et 14 sont vraiment essentielles pour un calcul fiabilisé des effectifs. Donc, c'est vrai que dans les contestations qu'on peut avoir à gérer, notamment dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on s'aperçoit en fait dans l'interlocution qu'on peut avoir avec l'entreprise qui conteste que les erreurs qui ont entraîné en fait un calcul erroné sont dues aux quotités de travail qui sont ou absentes ou mal renseignées. Donc, c'est vraiment très, très important. Dans les données aussi qui peuvent faire l'objet d'un compte rendu métier, donc carton jaune, c'est l'importance de bien déclarer le code régime de base risque maladie. Donc là, il y aurait émission en fait d'un carton jaune s'il y a une incohérence aussi. Par exemple, le joueur qui est déclaré avec un code risque régime agricole, un MSA, qui est réservé aux jardiniers du stade. Donc lui, puisqu'il est joueur, il faut absolument pas lui paramétrer dans son contrat un code risque MSA. Donc là, le code régime maladie, il appartient également au bloc contrat, le bloc 40, et là c'est la rubrique 018 qui est à renseigner. Donc là sur la slide, vous retrouverez les différentes valorisations qui permettent d'identifier donc les régimes de base d'assurance maladie du salarié. Donc là, les impacts en cas d'erreur, donc évidemment, c'est que les données déclarées ne sont pas transmises au régime qui gère les droits de l'assuré. Donc ça entraîne un risque de calcul erroné des droits maladie du salarié, même si le reste des données est correctement déclaré. Même point de vigilance sur le code régime vieillesse. Donc là, c'est pareil, on prend l'exemple d'un joueur qui est déclaré avec un code vieillesse mandat d'élu, qui est réservé aux arbitres, alors que lui est joueur. Donc là, c'est la rubrique 20 du bloc 40 qui est concernée. Donc là aussi, il est bien important de mettre le bon code en fonction du statut du salarié. Les impacts donc sont les mêmes. C'est les données déclarées ne sont pas adressées au régime qui gère les droits de l'assuré. Donc, dans le cadre du code régime vieillesse, là, l'impact est vraiment extrêmement important sur les droits retraite du salarié.
même si le reste des données est correctement déclaré dans ce cas-là également. Alors, concernant toujours le contrat, là, on est dans les déclarations de jeu déclaration du temps de jeu additionnel dans notre métaphore. Hein, donc, ça concerne dans la vraie vie, on va dire, c'est les heures supplémentaires structurelles et aléatoires. Donc là, le nombre d'heures supplémentaires structurelles et aléatoires réalisées au cours de la saison, c'est aussi un élément nécessaire, notamment vis-à-vis de la caisse d'assurance maladie, pour définir avec précision donc le temps de jeu réel du joueur, pour déterminer son éligibilité au versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc là, il est important de différencier donc les heures supplémentaires structurelles. Donc ces heures, ce sont des heures qui sont prévues au contrat de travail du salarié ou du joueur. Donc ces heures supplémentaires, elles sont à renseigner dans la quotité de travail du contrat. Donc le bloc 40 et la rubrique 13. Les heures supplémentaires aléatoires, donc elles sont réalisées quand il y a un surplus d'activité temporaire. Et donc ces heures supplémentaires aléatoires, elles doivent être déclarées dans la rubrique montant du bloc rémunération, le bloc 51 à la rubrique 12, lorsque la rubrique 51011 est valorisée avec la valeur 0,17, heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires. Donc là, on est vraiment dans la nécessité de faire concorder les données individuelles entre elles. Même chose pour les heures complémentaires. Donc les heures complémentaires, elles concernent les salariés qui sont à temps partiel. Donc, un salarié à temps partiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sera valorisé en modalité d'exercice du temps de travail dans la rubrique 14 du bloc 40, avec un code à 20, temps partiel. Donc, les heures complémentaires aléatoires, comme pour les heures supplémentaires qui concernent un travailleur à temps plein, elles sont incluses dans le bloc rémunération, le bloc 51 à la rubrique 012, dès lors que la rubrique 51011 est de type 017, heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires. Donc, les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte dans leur globalité, dans le salaire rétabli, reconstitué, dès lors qu'elles sont effectivement jouées. Les impacts en cas d'erreur, là, c'est également sur le calcul des droits chômage, des droits maladie et des droits retraite du salarié. Alors, la rémunération nette fiscale maintenant. Donc, la rémunération nette fiscale, elle est à renseigner au bloc 50 dans la rubrique 002. Donc là, il y a un carton jaune qui peut être émis lorsqu'on a une mauvaise gestion des heures supplémentaires exonérées qui doivent être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Donc, cet ajout des heures supplémentaires exonérées, qu'elles soient excusez-moi. Donc, les impacts en cas d'erreur. Donc là, ça va avoir un impact sur le versement des APL CNAF et sur les calculs qui sont effectués également par le fisc, puisque ça rentre dans le revenu imposable. Donc, en 2024, par contre, il y a un point d'attention, c'est qu'en 2024, les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Toujours dans le contrat, les données qui doivent être cohérentes également entre elles, c'est le bloc rémunération et le bloc montant de base assujetti, donc le bloc 51 et le bloc 78. Donc là aussi, pour garantir l'exactitude des montants, il est nécessaire d'assurer les cohérences entre ces deux blocs. Même si deux montants ne sont pas nécessairement égaux, pour un salarié qui dispose d'un contrat de travail, la rémunération brute déplafonnée doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée, donc à l'exception des éléments bien sûr non soumis à cotisation sur la période courante. Et les impacts en cas d'erreur, excusez-moi, les impacts en cas d'erreur également, ça peut entraîner une surcotisation avec en conséquence des sous-versements d'indemnités dans le cadre par exemple des versements d'indemnités journalières, des indemnités chômage, des calculs droit à la retraite. Donc là, vous avez des fiches consignes qui sont disponibles sur la base de connaissances
DSN, donc pour bien paramétrer ces différents blocs. Arnaud, je vais te passer la main pour la suite. Merci Christelle. Juste pour conclure, hein, vous avez à disposition des sondages dans le petit onglet là pour que vous nous fassiez part un peu de votre évaluation de ce webinaire et aussi nous indiquier s'il y a des sujets dans l'avenir que vous souhaitez qu'on porte via des événements type webinaire. Donc merci de prendre quelques instants pour compléter ces sondages qui sont à disposition. Et pour conclure et remercier un peu les animateurs pour ce webinaire, donc pour vous rappeler en fait qu'il existe des comités régionaux dans chaque région de France. Hein, ce sont les représentants locaux du collectif de Net Entreprise. Ils ont pour objectif donc de partager des informations, s'impliquer au sein d'un projet d'intérêt commun comme le sont les rencontres extra, diffuser les bonnes pratiques. C'est ça ce qui conduit un peu nos actions. Voilà, c'est pour ça que chaque année on propose des rencontres extra. On est amené aussi à proposer des webinaires thématiques. Par exemple, pour le Comité Bretagne, nous allons prochainement proposer un webinaire autour de l'outil DSN-FPOC. Voilà. On est amené aussi à organiser des rencontres. On est présent aussi à des salons. Et parmi les nouveautés 2023, enfin ça existe un peu plus depuis 2022 pour le Comité Bretagne, on a mis en place des C'est utile. En fait, ce sont des focus group qui sont à destination des déclarants, tiers déclarants, entreprises et collectivités locales, où on échange sur 2-3 thématiques maximum, avec ces objectifs d'approfondir des sujets, de recueillir vos avis et puis de faire des remontées au niveau national. Donc voilà pour ça. On est aussi présent sur LinkedIn. Donc la plupart des comités régionaux ont une page. Ça vous permet de suivre l'actualité en région et d'avoir des informations du national. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc voilà, il nous reste encore un peu de temps si vous voulez poser des questions. Prendre le temps de compléter le sondage. Oui, Arnaud, une petite question sur comment récupérer le support de formation qui vient d'être posé, je me permets. Alors, le support, donc comme je l'avais indiqué en introduction, il y aura le replay. Le support sera, Théo, peut-être si tu veux intervenir sur ce sujet, il sera mis à disposition sur... Il est déjà à disposition. Vous pouvez télécharger du coup le fichier des rencontres extra quand vous allez dans application et partage de fichiers. Et vous pouvez accéder du coup au support qui a été présenté. D'accord, très bien. D'autres questions, Marielle? N'hésitez pas, hein, il nous reste à peu près 5 minutes pour conclure le webinaire, si vous avez besoin de poser quelques questions. Pour l'instant, non. On a 2 questions sur lesquelles on reviendra vers les participants pour y répondre. D'accord. Du coup, je vous propose donc de conclure ce webinaire et de vous remercier pour votre participation et de remercier les animateurs pour cette présentation. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous.